On va commencer ça. Hein? Bonjour, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les agents Marquis et Tchernowski, payés par la firme Médias Traditionnels Inc. pour essayer de faire la lumière sur le web québécois. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il traîne dans le web québécois. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. On va essayer de comprendre un peu plus. Giz de Pessamier, bonjour. Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, peut-être. Peut-être. Ouais, mais ça va bien se passer. Hein? Tu sais que tu peux quitter de façon libre et volontaire en tout temps si tu te sens vraiment menacé. Ou ouais, t'es tout à fait libre. Non, mais sache que c'est moi qui ai la seule clé. Donc, t'es libre de faire ce que tu veux. Je suis super libre. Mais c'est juste, garde ça en tête. Bon, avant de commencer, on va faire une présentation de notre invité aujourd'hui. Vous le connaissez probablement. En tout cas, il y a bien des gens qui le connaissent avec récemment les jokes de papa, mais ça fait longtemps qu'il fait beaucoup de choses. Donc, t'as deux chaînes sur YouTube, une francophone, Jeux sérieux, et Giz and Jerome en anglais. T'es un collectionneur, streamer, passionné du rétro gaming, comédien, chanteur professionnel de karaoké, ainsi que pour les justiciers masqués à une époque, ex-doubleur de films porno, ça on va y revenir. Un des 4 cofondateurs de Outer Minds comme community manager. Et c'est une compagnie de jeux vidéo, évidemment. Ex-gestionnaire de communauté chez Machinima. Ouh, t'es allé T'es loin. sur IMDb comme acteur et producer. Oui. Tu as récemment reçu ta plaque de 100 000 abonnés sur YouTube avec la chaîne Jeux c'est sérieux. Un rêve que tu chérissais depuis beaucoup d'années. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette plaque-là? OK. Suite à cette longue énumération, on s'en va là. Moi, on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Moi, c'est sûr que ça fait une dizaine d'années que je suis sur YouTube. Puis, comme vous le voyez dans ma barbe blanche, je commence à être vieux. Puis, Excusez. puis YouTube, ça rend niaiseux ce que je vais dire, mais moi, j'ai l'impression que être un peu plus vieux, c'est un désavantage. Puis j'avais un peu perdu l'espoir parce que j'avais commencé avec une chaîne en anglais qui avait atteint le 30 000 abonnés il y a plusieurs années, puis j'avais mis de côté. Puis j'avais jamais pu aller rechercher cette traction-là. Fait que je pensais que j'allais continuer à faire ça pour le fun, puis j'allais jamais atteindre cette plaque. C'est pour ça que t'es tout le temps avec des jeunes. Tu tiens bien avec des jeunes. Tu veux aller chercher... C'est comme ça que t'es allé chercher ton 100 000. Je veux dire, plus précisément... à cause de Gaboom Films. Comment est-ce que tu te sens? Okay, premièrement, Gaboom Films, ils ont l'air super vieux. Puis quand je les ai rencontrés, je pensais pour vrai qu'ils étaient plus proches de la quarantaine que dans la vingtaine. Fait que c'était vraiment pas ça l'intention. Puis les gars de Gaboom Films, moi je trouvais qu'ils faisaient pitié. Parce que je trouvais qu'ils avaient du talent. Fait que Laurent et moi, on les a invités sur notre chaîne pour leur faire un cadeau pour les aider. Et le hasard a fait qu'ils ont amené un concept, et parce que nous, on était excessivement bons, le concept de joke de papa a levé. Fait que Ghislain, pourquoi est-ce que t'aimes pas ton prénom? OK, on s'en va là. J'aime pas mon prénom parce que des Ghislains, quand j'étais jeune, la plupart des Ghislains avaient entre 10 et 20 ans de plus vieux que moi. Déjà, à l'époque. Aujourd'hui, ils doivent être encore plus vieux que ça. Mais là, toi, t'as entre 10 et 20 ans de plus que moi. Juste pour préciser. OK. Ça me va. Continue. Oui. Mais mon prénom, mes parents ont essayé d'être original. Puis... ça a bien marché avec ma sœur, ils l'ont appelé Claudia, mais Ghislain, ça a jamais pogné dans le cours de récréation. Fait que mes amis ont commencé à m'appeler Gis, après ça Giz, après ça Giz, après ça a switché à Gizzy rendu au secondaire. Ça, j'ai un peu enterré ça avec la hache de guerre. Gizzy. Ouais, Gizours, parce que, tu sais, Grizzly. Ouais, Grizzly. Mais j'avoue que, tu sais, Gizzy, tu changes la première lettre pour un J, puis ça sonne un peu moins bien, je trouve. Jeezy. Okay. On fait ça, Jeezy. Oui, je voulais que ça soit toi qui le dises. OK, c'est bon. Fait que je comprends maintenant. En fait, j'avoue que Giz aussi, c'est encore pire. Si on ramollit le G, on enlève le U. C'est pour ça, souvent, tu sais, Gizmo, dans les Gremlins, ça s'écrit G-I-Z-M-O. Puis la raison pourquoi moi je l'ai écrit avec un U, c'est que j'étais francophone.
Puis heureusement, j'aime mieux que les Américains m'appellent Gwiz que les francophones m'appellent Jizz. Ah, ouais, c'est une bonne raison. Comment t'as commencé ça? YouTube, ça a commencé comment pour toi? Parce que là, t'as commencé en anglais, tu voulais vivre de ça, t'as fini par... Avant ton aventure avec Outer Minds, genre, comment tu prévoyais gagner de l'argent avec ça, puis est-ce que tu y es arrivé à un moment donné? Ben, mon histoire YouTube, ça a commencé... j'étais avec les Justiciers Masqués à l'époque. Je faisais leur parodie chantée à C'est quoi? Puis j'étais quand même un peu tanné parce que... Tu sais, quand t'es avec un groupe d'humoristes comme ça, pis t'es juste le gars qui est engagé pour faire la chanson, c'est jamais toi. C'est jamais ton matériel. Fait que j'étais un peu tanné que mon nom soit... Tu sais, il nommait quand il sortait la chanson, mais après ça, tu sais, c'était les Justiciers Masqués. Fait que je voulais faire mon propre matériel. Puis à un moment donné, il y a eu un Star Academy qu'on pouvait envoyer une vidéo. Puis là, ça a été ma première vidéo. Je me suis dit, j'ai fait ma première vidéo tout seul, sans eux, tu sais, puis que c'était juste The Longest Time de Billy Joel que je m'étais filmé 6 fois pour faire 6 voix. Puis j'avais envoyé ça à Star Academy, puis j'avais fait une joke, genre « Ah, je suis trop gêné pour venir faire mon audition tout seul. » Fait que là, il y avait 5 autres mois qui arrivaient pour chanter la chanson avec moi. Puis ça a été la vidéo la plus populaire de la plateforme cette année-là. Fait que là, ils m'avaient invité, puis... Bref, j'ai aimé ça. Puis c'est comme ça que j'ai parti ma chaîne, puis que j'ai fait plein de vidéos. Parce que là, c'était enfin mes trucs. Avec Jérôme, dans le fond, t'as commencé ça. Il t'a vu avec Star Academy, t'étais déjà avec. Ah non, Jérôme est arrivé très récemment. La chaîne s'est appelée Giz DP, qui sont mes initiales, pendant plusieurs années. Ça fait à peine 1 an ou 2 qu'on a changé le nom de la chaîne. Parce que Jérôme, on s'est rencontrés dans un EB Games. OK. c'est niaiseux comme ça. T'es en train d'essayer d'échanger un jeu qui valait bien cher, puis il donnait pas plus qu'une 50. C'est exactement. Fait que c'est là que vous avez eu l'idée pour The Resellers. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est un petit peu plus creep. Il m'a comme un peu regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Tu dois habiter proche, peux-tu voir ta collection? » C'était épeurant un peu. C'était vraiment ça? Ouais. Parce que, vu que t'es collectionneur. Ouais, c'est un peu étrange, oui, effectivement. OK, puis maintenant, après ça, t'as été ami avec... OK, ben t'as fait une chaîne avec quand même. Mais non, mais moi, je donne toujours une deuxième chance. Hein. C'est pas parce qu'on commence mal qu'on peut pas bien finir. Mais c'est ça ton affaire. Toi, là, dans la vie, t'es quelqu'un qui croit au karma beaucoup. Ouais. Tu fais des bonnes choses pensant que des bonnes choses vont arriver. Mais je veux dire, tu sais, t'as eu du succès vraiment tard dans ta vie. Là. T'as lâché l'université, t'as travaillé dans les bars, t'as fait du doublage, tu faisais du gros n'importe quoi. Ouch! Fait que, tu sais, je veux dire... Après ça, est-ce que tu sais, tu dis le karma, tu essaies de mettre ça sur le karma, mais en fait, est-ce que c'est peut-être parce que t'as aucune ambition dans la vie? Ou t'en avais peut-être pas, v'là 5 ans, avant de commencer à travailler pour Outer Minds? Est-ce que j'ai touché une corde sensible? Non. Tes parents, est-ce qu'ils étaient fiers de toi quand tu faisais du doublage de porno? Ben, OK. non. Donc, on va reprendre ce que l'agent de Charleski vient de dire. Ouais. Et ton objectif initialement était de te faire connaître plus avec le chant, la comédie, ou un mix de tout ça avec YouTube. Tu voulais percer là-dedans? Avant tout Outer Minds. Là, ouais, ben, je voulais avoir une carrière de chanteur à l'époque. Okay. Fait que j'ai étudié en comédie musicale, j'ai fait une couple de petites comédies musicales on the side. Puis je voulais gagner ma vie comme ça, en étant musicien / chanteur. J'ai toujours été un peu pogné entre le sport puis la musique quand j'étais au secondaire puis au cégep. J'avais des bands, je faisais des shows, mais je jouais beaucoup au soccer jusqu'à un très haut niveau. C'est drôle, ça paraît de quel côté t'es allé finalement. OK, voilà. Au moins on peut dire, je peux dire okay. Que je le vois. Oui, puis t'as une voix très radiophonique, puis c'est comme ça que comment ça a commencé, mettons, avec les Justiciers Masqués. T'es allé vers eux autres, ils t'ont entendu? Ils sont venus voir un de mes shows, une de mes comédies musicales, puis ma sœur était amie avec Marc-Antoine. Puis on s'est mis à niaiser, puis ils m'ont demandé, après le show, on s'est mis à jaser, puis ils m'ont dit, ça te tente-tu qu'on rentre, puis qu'on enregistre cette semaine le 6 à 6 en joke? Donc on pognerait un sujet d'actualité, on pognerait 6 tunes, on les modifierait pour faire juste des petits bouts de 10 secondes, puis ça serait le 6 à 6 en joke.
Fait que je fais parfait. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré un bon 6-7 ans, mais des fois, on pouvait être 6-7 mois sans rien faire. OK. Puis le doublage porno là-dedans est arrivé quand? Puis comment tu tombes là-dedans? Je voulais devenir chanteur, mais finalement, je double des pornos en français. Fait que voici comment le doublage porno est arrivé. J'étais, évidemment, quand tu veux être chanteur, tu finis par animer du karaoké, hein? Ouais. c'est souvent ça, l'école de la vie. Fait que j'animais au Vocals avec un Z sur la rue Crescent. Puis à un moment donné, le Vocals a passé au feu. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque semaine, les assurances nous disaient c'est bon, on va pouvoir réouvrir la semaine d'après. Puis ça niaisait comme ça pendant plusieurs mois. Puis finalement, le bar n'a jamais réouvert. OK. Mais moi, entre-temps, vu que j'avais droit de chômage, parce que j'étais un des seuls DJ de karaoké comme enregistré au gouvernement. Ah ouais? Ah oui, moi, j'étais un gars by the book. OK. Fait que j'ai eu droit de chômage, puis j'avais le droit de travailler un petit nombre d'heures par semaine. Je pense que je me souviens plus des technicalités. Fait que j'étais travaillé dans un café. Puis la fille qui s'occupait du café, puis tout est lié dans tout, tu sais, quand on parlait du karma tantôt, cette fille-là était chorégraphe sur une comédie musicale que j'avais jouée. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a donné une job dans le café. Okay. Et elle avait cofondé aussi sa compagnie de doublage. OK. Fait que là, la compagnie de doublage, ils m'ont invité, puis ça, voilà. Ben, ils nous ont approché en disant que c'était plus des dessins animés et autres, mais finalement c'était vraiment juste la porno? C'était pas mal 90 à 95%. Est-ce que tu aurais aimé ça, faire de l'animation? Des voix d'animation? Ben oui. Tu aurais pu au moins le dire à tes parents fièrement. Je fais du doublage d'animation. Ben je l'aurais peut-être dit. Tu aurais dit quoi? Est-ce que tes parents sont au courant? Oui, ils sont au courant. Non, moi je suis pas du genre à cacher des affaires. Puis si je fais quelque chose, parce que j'ai pas honte. Puis pour vrai, doubler des films de cul, ça me dérange pas d'en parler vraiment beaucoup. OK. Puis t'as rencontré un des acteurs que t'as déjà doublé. Ça, ben oui, ça c'était drôle, un moment magique dans ma vie. J'étais à la Paris Games Week avec Laurent. On était là pour tourner un joke de papa avec les comédiens de Stranger Things. Puis m'a amené mon ami Benzaï, qui est un YouTuber français, me présente Manuel Ferrara. Puis là, je fais... Ben là, j'ai doublé sa voix pendant vraiment longtemps, là. Puis je me souviens très bien, c'est un comédien... un acteur porno français, mais qui fait des films en anglais. OK. Puis j'haïssais ça, le doubler, parce que il parle beaucoup. Puis nous, quand les personnages parlent beaucoup, c'est plus difficile. Fait que je dis pas que j'aimais pas ce qu'il faisait, c'est que moi, il fallait que je me force plus. Attends, tu me dis que c'est plus difficile parce qu'il dit plus de mots, donc il faut que tu doubles plus de mots? Oui, donc il faut que je sois plus attentif, que je suive le texte. Puis c'est parce que quand il y a un gros zoom, puis que tu vois juste des nombrils, puis des... Les parties génitales. Voilà. Il Ouais. y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de lèvres qui bougent, on s'en fout. Non, tu peux dire ce que tu veux. On improvisait. Ouais. Donc, à moins qu'il y ait une action, genre lève-toi, ou quelque chose de vraiment clair, là, il y avait du texte, sinon c'était juste d'impro. Mais vraiment, qui a besoin de doublage? Là? Qui a besoin d'avoir de la pornographie doublée? Tout le monde. Est-ce que vraiment il y avait un gros marché pour ça? Ça, c'est une excellente question, mais moi, ma seule réflexion était « ça paye mon loyer, donc c'est très cool ». T'en as fait pour combien de temps? J'ai fait à peu près une demi-journée par semaine pendant 7 ans. Okay. C'est quand même... Il y avait beaucoup d'improvisation. Écoute, je serais curieux qu'on fasse une petite... à Georges Chanelski, là, pour mettre un peu d'énergie, là, un peu une mise en situation d'improvisation. T'as l'air tellement... Fait que, vu que tu improvisais parfois des échanges, moi, je propose qu'on fasse une petite mise en situation. On n'est pas obligé d'arriver à l'acte sexuel. Là. Mais on va travailler sur des intros. Ouais, c'est ça. Okay. Ben, c'est ça. Mettons, la mise en situation, c'est que moi, je veux être la demoiselle qui ouvre la porte. Et toi, puis moi, j'ai commandé une rallonge HDMI. Ah, OK. Puis toi, t'es le livreur apparemment maltraité de Amazon. Puis Jean Tchanowski va jouer mon mari qui va arriver sur les lieux à un moment inopportun. OK. C'est ça. Je sais pas. On va partir comme ça. Ça cogne à la porte. Est-ce qu'on fait ça en français neutre? Non, on veut entendre ta voix en même temps, là, comme si c'était toi qui... comme celle que tu utilisais pendant 7 ans à une demi-journée par semaine. On va le faire. Ma meilleure voix, c'est que... Tu sais c'est quoi un NPC en jeu vidéo? Non. C'est un non-playing character. Oui. Nous, on avait les NFC en porno. C'est les non-fucking character. OK. Donc, moi, ma spécialité, c'était de faire le caméraman en arrière.
Ça, c'était ce que j'aimais le plus, mais je vais faire le livreur de câble HDMI pour toi. Ah, parfait. Ça cogne. Ouverture de porte. Alors, c'est vous qui avez commandé un câble HDMI? Oui, c'est moi. Alors, est-ce que vous voulez que je vous le branche? Ben, ma TV est là-bas, là. Ah ouais? Oui, voulez-vous venir? Là-bas? Là-bas, oui. Est-ce que c'est là que je rentre? C'était un moment inopportun pour... C'est ça? Oui. Est-ce que j'arrive là? Bon, oui, Est-ce que je peux arriver? Non, chérie, c'est le livreur. C'est lui le livreur? C'est lui le livreur de chez Amazon. Mm-hmm. Hey! T'es dégueulasse! OK. Là, vous allez pas toucher à ma femme. Parce que nous sommes mariés et c'est très important pour nous, le mariage. Mais que pensez-vous que je vous regarde faire l'amour à votre femme pendant que je branche le câble HDMI? Bon, on pourrait faire ça. Ça me rend inconfortable. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est très clair, là. Monogamie, il y a pas de ça qui se passe, OK? Parfait. S'il vous plaît, on passe à autre chose. Je vais ramasser la gomme que j'ai là. Ouais, je suis pas mal mal à l'aise. Initialement, je pensais que c'était une bonne idée de faire participer Agent Tchernovsky. La prochaine mise en situation sera sans Agent Tchernovsky. Je suis désolé, c'était mon acting. Je t'ai lancé une gomme. Oui, surtout qu'on est à l'audio en podcast. Mais c'est pour ça que je l'explique. Il n'y a pas de problème. Aviez-vous une question, Agent Tchernovsky? Ben, tu veux faire une autre situation? Parce que sinon, je vais passer à autre chose. Non, on va faire d'autres mises en situation plus tard. Moi, je veux rentrer plus en profondeur dans ta vie personnelle. OK. Donc, je vais te demander, en fait, je vais te dire, tu as fait un 100 jours sans liqueur récemment, où est-ce qu'à chaque jour, tu prenais une photo du fait que tu bois de l'eau. Tu faisais des jeux de mots d'eau. Ouais. C'était quelque chose qui semblait quand même intéressant comme concept. Parce que, tu sais, les gens embarquaient pas mal. Puis, par contre, je voulais quand même savoir de quoi. Là. Je voulais juste être sûr que tout le monde comprenne que t'as arrêté la liqueur, mais t'as pas arrêté de boire de la bière. Puis t'as pas arrêté de manger de la malbouffe. Puis je pense même que la malbouffe était ta bouffe principale, en fait. Là. Il y avait probablement pas grand-chose que de la malbouffe. Ça me va. Oui, fait que c'est quoi le but, je veux dire, de faire ça? À un moment donné, à chaque fois que j'essaie de me mettre au régime, c'est un peu comme quand tu commences à t'entraîner puis tu dis je vais aller au gym 8 fois par semaine, mais ça marche pas. Fait que je me suis dit cette année, je vais juste arrêter de boire des boissons gazeuses, donc des boissons sucrées. Puis l'année prochaine, on ajoutera quelque chose. Fait que j'ai une chose à la fois. Ça a pris tout ce temps-là, 38 ans. 38 ans avant d'arrêter la liqueur. C'est quand même weird d'aller chez McDo, de commander un trio, puis quand ils te demandent qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi la boisson, puis tu réponds une bouteille d'eau, c'est vraiment weird. Tu l'essaieras. C'est vraiment weird. Écoute. OK, c'est bon. Les gens te regardent. Ah oui, tout le monde me juge, là. Bon. C'est sûr que, tu sais, à la base, tu vas chez McDo, tu veux te sentir mieux, mais tu vas chez McDo. En fait, encore mieux, j'ai entendu dire qu'une fois où est-ce que t'as même appelé... un service pour venir te porter du McDo, même si le McDo était au coin de chez vous. Puis t'as fait en semblant d'avoir mal aux pieds. J'avais tellement honte, j'ai commandé du McDo avec Uber Eats, puis on voit le McDo de ma fenêtre. Puis quand il est arrivé, j'avais tellement honte que j'ai fait semblant de boiter, d'avoir mal à la jambe. Je fais merci, hein. T'as payé 5$ pour que quelqu'un traverse la rue. Je crée de l'emploi! Bon, on va y venir justement au fait que tu crées de l'emploi. Donc, t'as cette vie-là de j'espère un jour faire de l'argent avec YouTube et tout d'un coup, tu te rallies à une gang des programmeurs, un artiste. Vous êtes 4, puis vous partez Outer Minds, puis toi, t'es comme le gars de PR dans cette gang-là. Mm-hmm. Puis, coup de chance, lors d'un game jam en 2014, peux-tu nous expliquer c'est quoi un game jam, en fait? Un game jam, c'est une gang de développeurs de jeux vidéo qui se ramassent généralement pour une période de temps très courte et ils doivent créer un jeu complet avec un sujet donné. Puis ça, c'était un game sur combien? C'était comme une fin de semaine? C'était un week-end. C'était sur gamejolt.com. C'était en collaboration avec PewDiePie. Donc, ça s'appelait PewDiePie versus Indie. Puis le sujet c'était fun to play, fun to watch, parce que vu que c'était pour un YouTuber, l'important quand t'es YouTuber, que tu joues à un jeu, il faut que le jeu soit le fun à regarder.
Puis là, tu avais 800 équipes qui se sont présentées à ce Game Jam-là. Ouais. Les 10 premiers allaient avoir la chance d'être sur la chaîne de PewDiePie. Ouais. Puis avant même la fin, PewDiePie vous écrit en privé sur Twitter pour vous dire que c'est cool ce que vous faites, puis il aimerait ça que vous fassiez son jeu officiel. Puis c'est parti de là. Vous êtes devenu riche du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. On a travaillé super fort. Tu sais, c'est sûr que ça paraissait irréel quand que PewDiePie nous a envoyé le message. Mais après ça, je pense que n'importe qui aurait pu faire un jeu qui aurait eu du succès. Mais si on avait fait un mauvais jeu, on aurait été détruit par le web. Puis après ça, on n'aurait pas eu de compagnie. Je pense que c'est un peu la nuance qu'il faut faire. Tu sais, oui, on a eu une chance, une opportunité incroyable, mais on a vraiment, vraiment travaillé fort. Puis notre jeu a été super bon. On est tombé top developer avec Google, puis avec Apple, avec nos deux jeux. Après ça, on a fait Tuber Simulator avec PewDiePie encore une fois. Mais là, le Game Jam, juste savoir pour être sûr de comprendre, le Game Jam, est-ce que les gens gagnent quelque chose? OK. Souvent, il y a des prix dans des Game Jam. Dans celui-là, le prix, c'était d'être joué par PewDiePie sur sa chaîne. Sauf que, ironiquement, on sait pas encore aujourd'hui pourquoi il est tombé sur notre jeu. Parce qu'il y en avait 800. Là. On s'entend, il n'y a pas le temps. Jouer à 800 jeux, c'est impossible. Fait qu'il a joué à notre jeu avant que les délibérations soient finies parce que les gens pouvaient voter sur le site de Game Jolt. Puis il nous a contactés avant. Puis on a finalement fini 5e. Tu sais, on n'a même pas gagné. Ouais. Tu sais, 5e sur 800, c'est incroyable, là, mais on n'a pas gagné. Puis c'est drôle parce que le gars qui a fini premier, je le rencontre maintenant dans des événements de jeux vidéo quand je vais à San Francisco. Puis j'ai l'impression qu'il me regarde puis qu'il est comme... Tu sais, genre, il a l'impression que ça se posait être sa place, tu sais. Ouais. Mais il cherchait votre style à vous particulier qu'il aimait. Il avait joué à notre jeu. Il est encore disponible sur Game Jolt. C'est PewDiePie's Paradise Island, qui est devenu un peu un stage hommage. Quand on finit Legend of the Brofist, il s'unlock, puis on peut aller jouer un niveau qui est très similaire à ce qui avait été fait au Game Jam. OK. Puis si là, on parle... la compagnie que vous avez, Otherminds, c'est une compagnie qui fait exclusivement des jeux mobile maintenant, si je me trompe pas. Le hasard a fait que les premiers jeux qu'on a faits étaient sur mobile. Legend of the Brofist était aussi sur Steam. Un mode, c'est la meilleure version parce qu'on peut jouer à 2 joueurs en même temps. Puis en ce moment, on travaille sur un jeu console. Donc on vise Switch, PlayStation, Xbox et PC. Mais là, on peut voir, dans le fond, pour revenir au mobile, parce que c'était plus ça que je voulais dire. Okay. J'étais pas vraiment intéressé par le reste. Je comprends. Tu vois, il y a eu la sortie d'un jeu de Blizzard récemment, ou l'annonce d'un jeu sur mobile, un jeu de Diablo, puis qu'on peut voir à quel point les fans étaient pas très contents. OK. Puis, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, on voit souvent les gens parler en mal du téléphone mobile pour le gaming. Ah. Toi, t'as jamais entendu ça? Il faut faire la nuance entre des portées des jeux d'une plateforme à l'autre. Je pense que c'est un cas en particulier que tu viens de nommer parce qu'on parle de... Les gens attendaient un gros jeu, puis là, ils se font offrir ça. Puis, tu sais, les gens voulaient Diablo 4. La grosse affaire. Fait que toi, dans le fond, tu vois pas... Parce que je sais qu'il y a des compagnies qui vont vers ça. D'ailleurs, Blizzard qui va vers là parce qu'il y a de l'argent à faire en mobile. Je pense. Après ça, je suis pas un expert de l'industrie comme tes collègues le sont. Parce que, évidemment, tu vois qu'il y a des microtransactions, ce genre de trucs-là qui fait en sorte que tu peux mettre sur le marché un jeu gratuit, puis quand même à faire des centaines puis des millions de dollars avec les microtransactions. Fait que c'est plus payant de faire ça qu'un jeu qui coûte de l'argent. Comme vous, votre premier jeu, il coûtait 6 $, je me trompe pas. 4,99, ouais. Puis vous voyez que le rendant gratuit, c'était plus payant finalement. Oui, je pense que c'est un peu un mix de 2 affaires, par exemple. Une des raisons pourquoi notre jeu gratuit a eu plus de succès, c'est un jeu qui était plus... Pour une plus grosse démographie, il y avait plus de gens qui pouvaient aimer ce jeu-là par rapport à notre premier jeu qui est un jeu de plateforme. C'est pas tout le monde qui aime ça jouer à des jeux que tu contrôles un personnage et que tu peux tomber dans des trous et rager. Tandis que Tuber Simulator, c'était plus universel. Tout le monde pouvait prendre quelques minutes par jour puis être artistique. Donc, je pense que c'est un peu un mélange des deux, agent. Parfait, merci.
J'étais juste curieux, merci. Puis aujourd'hui, on parle de Outerman, qui est une compagnie de combien d'employés? On est rendu 28. 28 employés, puis ça a commencé avec 4 personnes. On était 4 au début. Comment t'as fini pour entrer dans la gang? Je veux dire, sans avoir de talent nécessairement en... C'est vrai. Non, attends, mais je veux comprendre. Ouais, mais les autres, ils ont quelque chose de plus hands-on. Tu sais, quelque chose qui est plus tangible, de dire. Lui, il est capable de programmer. Lui, c'est un artiste. Toi, t'es quoi? Ouais, c'est ça. C'était comment qu'ils ont fait comme lui va être utile? Puis c'est une question sincère. Ça me va. Ben, c'est sûr que faire des jeux, ça prend des programmeurs, ça prend des artistes. Mais après ça, s'il y a personne pour voir ton jeu, ben, ça sert à rien. Fait que le BizDev est super important. Il y a une grosse partie behind the scenes, que ce soit de s'occuper des stores avec Apple, que ce soit de créer les trailers, que ce soit d'avoir des relations avec les compagnies de pub pour les free-to-play. Parce que là, après ça, on a une grosse régie. On a un outil qui alterne entre 6 compagnies différentes et qui essaie toujours d'aller chercher le plus offrant pour présenter des pubs aux joueurs. Puis aussi, tout ce qui est les imprévus, parce que quand on commence une compagnie, on est noob. Tout ce qui arrive, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aussi niaiseux que, hey, l'hiver arrive, faut-tu qu'on achète un tapis? OK, mais un tapis commercial, c'est où j'achète ça? Toutes ces questions-là, c'est un peu moi qui a été le bouclier de l'équipe. OK, mais ton expérience, ça vient de où? De ton karaoké, ton doublage de porno ou ton an que t'as fait à l'université avant de lâcher? Je pense que c'est un mélange de tout. À l'université, j'ai étudié en génie informatique parce que je voulais faire des jeux. Quand j'étais jeune, moi, je programmais des jeux. J'en faisais quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. J'avais un babillard électronique. J'avais beaucoup les mains dedans. Puis c'est un peu l'école qui m'avait découragé en me disant que ça se pouvait pas. Quand j'ai dit à mon orientatrice que je voulais faire des jeux vidéo, elle m'a quasiment regardé comme si j'avais dit je veux jouer au hockey pour le Canadien de Montréal. Elle m'a dit ça se fait pas. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça de côté. Puis mon background social que j'ai eu, que ce soit avec les comédies musicales, que ce soit mon aisance à parler, autant en français qu'en anglais, à cause de YouTube, que je me suis mis à parler en anglais. J'ai quasiment appris l'anglais tout seul. Surtout dans la série Resellers, là, que tu parles tellement. Ouais, dans la série Resellers, je ne parle pas du tout. Même dans mes anciennes vidéos, je parlais. Mais je pense que c'est un mix de tout ça qui ont fait que ça a un peu créé le personnage qui est utile pour faire cet emploi-là. Exact. OK. J'étais aussi gérant dans des bars, donc j'ai géré des employés. Donc, toute cette expérience-là de gestion et de résolution de problèmes. Ah, OK. Ouais, ça fait du sens. Si on lâche Outer Minds un peu, là, puis on rentre un peu plus dans ta vie personnelle, encore une fois. Moi, je veux savoir, en fait, je sais que tu as une des plus grandes collections de jeux vidéo. Mm-hmm. Premièrement, est-ce que tu sais environ tu te situes où là-dedans? Y a-tu comme une liste de personnes? Ben, c'est sûr que quand tu as une passion, tu finis toujours par trouver qui est meilleur que toi. Comme un peu Gaboomfin dans le temps, mais il regardait le jeu, c'est sérieux, puis il voulait être meilleur. Tu sais, c'est un peu pareil. Mais, mais pour ce qui est des collections, plus je collectionne, plus je rencontre des gens qui ont encore des plus grosses collections que moi. Puis c'est souvent des gens qui sont un peu moins extravertis. Parce que, tu sais, bon, les gars comme moi, tu sais, qui sont sur YouTube, on le montre, puis c'est à peine si je monte pas chaque dollar que je dépense. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intenses, puis qu'on n'a jamais entendu parler, mais que vu que je commence à avoir une grosse, c'est respect, puis il faut comme t'es, genre, tu peux entrer dans ma vie maintenant. Fait que ceux qui en ont une grosse se respectent entre eux. Exactement. Ah, j'ai remarqué. Puis tes parents là-dedans, est-ce qu'ils sont comment est-ce qu'ils sentent, sachant que tu aurais pu peut-être t'acheter une grosse maison avec tout ça? Mais en fait, non. Parce que la plupart des jeux que j'ai achetés, je les ai achetés à une époque que ça coûtait moins cher. J'ai pu... c'est sûr que récemment, je dépense plus d'argent. Mais à l'époque, c'était un peu combiné à comment je survivais avec YouTube. Parce que j'achetais des jeux dans les ventes de garage, dans le but de les revendre. J'étais moi-même un resellers, parce que j'avais besoin de ça pour payer mon loyer. Fait que c'est sûr qu'une bonne partie de ma collection, c'est auto-payé. Mais là, maintenant, je suis à l'époque que je suis plus capable de vendre. Même si j'ai une thème, puis que là, c'est une variante, puis un peu différent, je suis pas capable.
Ah, mon C'est- Dieu. Est-ce que tu appellerais ça une maladie mentale? Oh, ouais, je suis bien correct avec ça. OK, tant que tu le sais. Je suis curieux de savoir, juste avant que Outer Minds fait son gros succès, tu étais actif sur YouTube, right? Ouais. Combien tu faisais environ par mois avec YouTube à ce Ouais. moment-là? YouTube me rapportait à peu près 10 000 par année, puis je survivais le reste en faisant de la figuration dans des films. Je faisais de la figuration dans des téléséries québécoises, je travaillais dans des karaokés. Puis, je vendais des props dans les conventions. Fait que j'avais des t-shirts de ma chaîne. Puis, des fois, je vendais des items qui avaient été utilisés dans mes vidéos. Je les mettais dans un petit cadre, puis je mettais un time frame pour dire, bon, ce item-là a été utilisé dans telle vidéo à tel temps. Puis c'est comme ça que je payais mon loyer. Ah, bon, OK. Puis justement, je veux continuer là-dedans dans une entrevue que tu as donnée pour Multijoueur en 2016. Et je te quote, on t'a demandé si on peut faire de l'argent avec YouTube. Tu dis, si vous voulez gagner votre vie avec YouTube, vous avez probablement tort. Si vous voulez faire un portfolio pour gagner votre vie dans le multimédia en tant que comédien, journaliste ou peu importe le domaine, là, c'est intéressant. Donc, c'est comme utiliser YouTube pour un portfolio. Ouais. En fait, c'est comme ça que tu t'es fait connaître par la gang d'Outer Minds, j'imagine? Ben oui, parce que c'est un peu... moi, j'ai connu Sylvain en faisant un show avec Tommy Godette à l'époque de douteux.tv. Et c'est qui, Sylvain? Sylvain Savard, le cofondateur d'Outer Minds, pardon. Donc, on jasait de pixel art sur un sofa, puis c'est un peu à cause de ça. Donc, à cause que mon portfolio, ça en faisait partie, que j'allais animer un show sur le jeu vidéo, on a jasé, puis oui, ça a aidé. Mais je pense encore aujourd'hui, hein, les gens pensent qu'il faut juste être populaire sur YouTube pour gagner sa vie. C'est plus compliqué que ça. YouTube, c'est votre portfolio pour aller chercher des contrats, pour aller chercher... ça dépend toujours où est-ce que vous voulez aller, mais ça peut pas être... À moins d'être vraiment le meilleur des meilleurs puis d'avoir 5 millions de vues par mois. Sinon, ça prend autre chose. Oui, mais toi qui disais, dans le fond, à la base, tu as créé une chaîne en anglais en premier. Mm-hmm. Est-ce que c'était parce que le marché était plus gros puis tu pensais pouvoir aller plus loin avec ça? C'est parce qu'il y avait zéro marché en français à l'époque. Ça avait même pas de bon sens de faire une chaîne en français dans ce temps-là. Il y en avait pas. Personne parlait en français. Ben, OK. Ben, dans ce cas-là, en fait, sur ta chaîne, on est allé voir, j'ai vu que même si tu as plus d'abonnés sur ta chaîne en français, donc Jeux c'est sérieux, 111 000 abonnés, puis sur la Guise d'épée, tu avais 50 ou 60 000, 60 000. Tu as quand même une vidéo de 8 millions de vues. Ouais. Sur la première, sur celle de Guise d'épée. Mm-hmm. Mais même avec le concept de joke de papa que tu as fait sur Juste sérieux, tu t'es même pas rendu là. Mm-hmm. Fait que, est-ce que ça, premièrement, là, penses-tu que c'est plus facile aujourd'hui de percer en anglais? Puis est-ce que c'est payant, ces vues-là que tu as eues? Je suis curieux parce que, tu sais, Ça, ouais. je sais pas encore quelle langue C'est pour que je un vais prendre. ami. Ben, c'est difficile parce que je sens pas que j'ai assez d'expérience pour répondre à cette question-là. Oui, j'ai eu une couple de succès à gauche et à droite. La vidéo en question de 8 millions, c'est une commande de Nintendo en plus. Okay. On avait été engagés par Nintendo, Jérôme et moi, pour faire une vidéo anniversaire pour les Amiibo. Donc, vous avez été payé par Nintendo pour ça? Oui. Et est-ce que vous avez monétisé en plus avec les publicités YouTube? Ouais. Ces publicités-là ont payé combien? C'était-tu payant? Ouais. 1 à discret. 2 $ par 1000 vues. Là. Ouais. Est-ce que quelqu'un est capable de faire le calcul mental? Je pense que vous êtes bon là-dedans, genre, Ben, aussi. ça À fait peu près 10 000. environ... Ouais, ça fait pas... OK, c'est loin de ça, mais c'est correct. À 8 millions, 1 $ le 1000 vues, on s'entend. Ce qui fonctionne, le CPM, comment ça fonctionne sur YouTube, c'est que pas toutes les vues sont monétisées. Donc, j'imagine, dans ce cas-là, tu as eu environ 20% des vues qui ont été monétisées. Non, quand je dis... moi, quand je calcule le CPM, je calcule j'exclus les non-vues. Fait que avec ton calcul, on ferait plus 8 $ du CPM. Là. Ouais. Mais... OK. En plus, à cette époque-là, il n'y avait pas eu le YouTube Apocalypse, le ad. Adpocalypse. Le Adpocalypse, ouais. Bon. Nous autres, on est tellement propres, on a tout le temps des pubs. Mais si on revient sur Outer Minds, parce que, tu sais, vous avez fait la même affaire, vous avez été vers le marché anglophone, vous avez été chercher des YouTubers américains, dont PewDiePie puis H3H3. Ben, PewDiePie, c'est un Suédois. Oui, je vais qui habite à dire, Londres. excusez. Anglophone. Américain, je voulais dire anglophone.
Mais encore là, il est où le jeu québécois? Il s'en vient où le jeu francophone pour nous, là? Local? Ben là... Ben, je sais pas. Je veux dire, c'est pas un peu plate, là, d'aller tout faire du contenu anglophone? On est au Québec ici, là. Hein? Nos jeux sont tous traduits en français. Par tes voix, en plus. Ouais, c'est moi qui ai fait la voix de Ethan dans le jeu H3H3 Ball Rider en français. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est impossible de faire un jeu au Québec juste en français ou en français comme langue principale. Non, non, au contraire. Mais avec un modèle de YouTuber, dans mes contacts à moi, ça serait tough d'avoir quelqu'un qui ce serait assez payant. En tout cas, un jeu joke de papa, là, je veux dire. OK, ouais. J'ai des contacts. C'est là que tu voulais aller. Fait que là, en parlant de création de jeux, et vu que tu es un grand producteur de jeux vidéo, et que tout le monde veut montrer ses concepts de jeu, j'imagine quand tu t'en vas dans des conventions, les gens sont comme « Hey, tu veux-tu regarder mon jeu? Tu veux-tu regarder mon jeu? » Ah ben oui. Mais là, ce qu'on va faire... Ah non, tu vas pas me pitcher un jeu. On est dans une mise en situation qui okay. Je serais une cosplayer du nom de Hariko. Écoute, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Et, Hariko! C'est très bon. Et est-ce que c'est on est dans une convention. J'ai marqué il ou elle, mais c'est pas grave. Justement, il n'y a pas de sexe important là-dedans. Là, tu utilises ta voix pornographique. En plus? Oui. Et tu es un producteur de jeux vidéo renommé. Et je vais t'approcher pour essayer de je veux absolument montrer mon concept de jeu, mais t'es trop occupé, OK? Bonjour, monsieur le producteur. J'aurais un jeu à vous montrer, un jeu vidéo. Ça va vraiment... Pas maintenant, petite. Vous êtes sûr que vous avez pas le temps? Non, désolé. Je pourrais vraiment être convaincante. Oh... D'accord, 5 minutes. 5 minutes? Est-ce qu'on peut aller un peu plus en privé? Non, je préférais qu'on fasse ça devant tout le monde. OK, j'ai pas pensé vraiment à mon concept de jeu. En fait, c'était vraiment juste parce que je voulais vous amener en privé. C'était pas meilleur la deuxième fois, hein? Mon Dieu! En fait, je sais que vous aimez la 2D, mais pour la 2D, Vas-y! J'ai dit double D. Non, OK, non, c'est beau. Ghislain, on ramène ça, là, parce que là, ça s'en va nulle part, là, ça. Ouais, ben c'est... Cette enquête. Non, on a appris un petit peu plus. Ouais, dans le fond, comment tu gères ça? C'est ce nombre de personnes-là qui essaient de t'approcher avec des jeux? Souvent, les gens qui vont m'approcher, c'est parce qu'ils connaissent pas trop l'industrie, puis ils ont une idée, puis ils pensent que c'est magique. Alors que les gens de l'industrie vont moins m'approcher. Ce qui revient le plus souvent, c'est que les gens ils me disent « Hey, j'ai une idée de projet. » OK. Un open world. Okay. Dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Okay. Mettons que t'es un policier. Ouais. Mais tu peux en être un dedans. OK. Puis le monde sont comme... Okay, ils se rendent pas compte que les limitations sont souvent dues à la technologie. Puis faire un jeu, les idées, c'est un petit pourcentage par rapport à l'exécution, je pense. Donc, je veux pas sortir des pourcentages, mais l'exécution est tout dans un jeu vidéo. L'idée, c'est important, mais sans exécution, ça sert à rien. Puis quand les gens veulent me pitcher des idées, souvent, je vais les arrêter. Parce que je voudrais pas que cette personne-là me dise une idée, puis qu'après ça, on fasse quelque chose qui ressemble, puis cette personne fasse « Ben oui, c'était mon idée. J'avais parlé au Comic-Con, puis j'avais parlé de mon idée. » Fait que maintenant, j'arrête, puis je dis « Non, je veux pas. Garde ton idée. Garde-la pour toi. » Parce que ça pourrait me mettre dans la merde plus tard. Est-ce que ça arrive souvent? De plus en plus, ouais. Ouais. Genre, chaque convention que tu vas, il y a au moins quelqu'un qui va venir te... Ah ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Non, ça me faisait juste penser à toutes les fois que quelqu'un en privé va t'écrire pour dire « Hey, j'ai une idée de vidéo. Ça serait malade que tu fasses ça. » Puis que ce soit quelque chose de complètement bâtard. Ouais. Mais des fois, c'est bon. C'est juste que l'exécution est tellement compliquée à faire pour ce type de vidéo-là, par exemple, que tu fais comme « Mais oui, c'est une bonne idée, mais on n'a pas 15 000 $ de costume. » Mais là, si on revient un peu sur ton YouTube,
tu fais du rétro gaming, qui est quelque chose qui est pas vraiment original aujourd'hui. Parce que on s'entend. C'est vrai, non, ça me va. YouTube, je vais quand même dire, le gaming, YouTube a pas mal comme débloqué avec le gaming, parce que PewDiePie, le YouTuber avec le plus d'abonnés aujourd'hui, c'est pas mal ça qu'il faisait. Donc tout le monde a embarqué, on dit, hey, c'est facile, je vais jouer à des jeux vidéo, puis je vais être devant la caméra. Donc, y a-tu vraiment la place encore d'être original dans le rétro gaming? Dans le rétro gaming? Ouais. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a commencé avec le même modèle dans le rétro gaming, qui est comme le joueur du grenier et la personne qui a copié, là. Angry Video Game Nerd. Donc, ce concept-là, avoir des jeux partout, puis tout le monde est comme, bon, mais, il y a un jeu rétro, le jeu, il est poche, on va y jouer. On dirait, c'est pas mal ça que je vois dans le rétro gaming souvent. Ah oui. Moi, je suis celui qui dit que les jeux sont bons, là, mais c'est correct. Mais après ça, je veux dire, vraiment, là, tu sais... Non, après ça, c'est que le rétro gaming, on s'entend que il y a plus de jeux rétro. Parce que les jeux rétro existent à une époque quelconque, il n'y en aura pas plus. Mais je pense qu'il y en a encore assez pour qu'on puisse justement découvrir. C'est sûr que il y a beaucoup de monde qui font le mainstream rétro puis que tout le monde joue souvent au même jeu. Je pense qu'il y a encore de la place, puis surtout de découvrir des époques un peu moins populaires. Les années 70, il y a eu plein de marde, puis c'est vraiment intéressant de comprendre. Wow! Il y a eu plein de marde, c'est vraiment intéressant. Mais faut qu'il y ait une évolution, Andrew. Agent Chalski, c'est comme un podcast. On commence, c'est pas si bon, puis éventuellement, ça s'améliore, tu sais. On voit ça comme ça. Donc, oui, moi, ce que je veux finir un peu avec ça, avec l'évolution du YouTube au Québec, ben, le web au Québec, en fait. Puis là, je vois que vous êtes en train, jeu sérieux, c'est-à-dire toi et Laurent, vous êtes en train de vous axer pas mal sur le live streaming avec Twitch. Vous commencez-vous à être dans les plus suivis sur Twitch au Québec? Ben, ça va bien. En même temps, c'est un peu un cercle vicieux parce que quand tu streams beaucoup, t'as plus de temps pour regarder les autres. Fait que c'est difficile de voir ce qui se fait. Vous êtes rendu à 15 000 followers là, sur Twitch. Ouais, t'as 15 000 followers. Puis Laurent et moi, on stream, je dirais 5 à 10 fois par semaine. Parce que vu qu'on est deux... Puis vous avez pas de vie. Oui, continue. Moi, ça, j'ai pas de vie. Ça a juste sorti de même. Continue. Tu sais, quand j'ai fini mes environ 40 à 50 heures chez Entermise, après ça, je vais mettre un autre 30 heures de streaming. Ouais. Mais... en étant deux, c'est un gros avantage, je pense, parce qu'on peut couvrir plus de plages horaires. Fait qu'on est presque tout le temps live. Puis la raison pour laquelle on est allé sur Twitch, c'était naturel. C'était pas parce que Twitch, ça s'en vient populaire. On a fait le virement un peu avant que ça devienne populaire, en décembre. Parce que on s'est rendu compte que les vidéos qu'on voulait jouer à des jeux puis les finir, quand on voulait faire des séries sur YouTube, ça pognait moins. Mais on aime ça, jouer à des jeux. Puis on le fait parce qu'on aime ça. Fait qu'on s'est dit, on va aller sur Twitch, on va jouer au jeu. Puis là, c'est plus grave, le monde qui va nous regarder, c'est parce qu'ils veulent voir le jeu au complet. Puis le monde qui veut voir des sketchs humoristiques ou des let's play plus tight, ils vont aller sur YouTube. Donc, ça a été ça un peu notre vision. Puis, vu qu'on est vieux, comme je disais au début, on sent toujours le besoin de se renouveler et de s'assurer qu'on utilise la bonne plateforme. Puis je dis pas qu'on va changer. Justement, YouTube est en train d'essayer de contre-attaquer. Puis on va réessayer le streaming sur YouTube bientôt. Puis on va... Encore une fois, on est deux. On a beaucoup de temps. Fait qu'on peut utiliser les deux plateformes en même temps. Ah, fait que ça se peut que vous allez faire des lives sur YouTube bientôt. Ouais, ben c'est même déjà arrivé que des fois, j'ai le goût de faire un live. Laurent est déjà live. Puis je fais, je vais aller sur YouTube, moi. Tu retrouves du monde complètement différent. Ah ben oui, puis il y a du monde qui trouve ça drôle parce que, tu sais, souvent, je ferais pas exprès, là, si je joue à un jeu, je vais pas jouer au même jeu, là. Fait que, tu sais, des fois, Laurent, il va essayer des AAA, des jeux plus récents, alors que moi, je vais jouer à un jeu rétro ou à une de mes niaiseries comme A Link to the Past Randomizer, qui est très rétro, qui a une communauté très précise pour ça. Fait que... Mais c'est quoi vraiment, je veux dire, pour toi, surtout pour toi, parce que Laurent, on sait, il fait rien d'autre que ça, il a pas de job, mais pour toi qui travaille déjà, qui a une job quand même très payante, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu cherches dans tout ça? Ben, je cherche absolument rien. J'aime ça. Puis c'est la preuve que tu peux faire ça pour aimer ça. Mais après ça, tu sais, t'as une blonde, right? Ouais. Fait que ta blonde, je veux dire, j'espère qu'elle est gamers aussi, parce que sinon, ça serait peut-être en maudit. Mais elle stream elle aussi. Okay. C'est parfait. Est-ce que vous streamez en même temps? Des fois. OK. Chacun, elle est dans la chambre, puis moi, je suis dans le salon.
En même temps, souvent. Quelle belle vie de couple. T'es-tu jaloux? Donc, sur cette attaque personnelle, je pense qu'on va terminer l'entrevue. Je comprends pas les gens du web, c'est juste ça. Je comprends. Ouais. On essaie de vous comprendre, par exemple. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir enduré tous ces moments les plus cringe. Je comprends pas de quoi vous parlez à Jean-Marquis. J'ai été très gentil avec M. Ghislain ici. C'est vrai. Donc, Bon, ben si tu t'es senti bien traité, ben, on va continuer. on va te dire de quitter les lieux. Oh. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Je vais aller vous débarrer la porte parce que... Merci.